Bienvenue à tous dans Tea Time, votre rendez-vous rugby. On revient aujourd'hui sur ce tournoi si particulier. Sans public, mais avec de grands moments de rugby. Avant le début du Six Nations, tout semblait déjà écrit. Pourtant, des surprises, on en a eu. Ce qui prouve, une fois de plus, que ce tournoi est toujours aussi imprévisible. Alors, pour faire le bilan de cette édition 2021, on va faire simple et commencer par le bas du tableau. Une fois n'est pas coutume, l'Italie pointe à la dernière place du classement final. 16e cuillère en bois pour nos amis transalpins depuis qu'ils ont fait leur entrée dans cette compétition en 2000. L'équipe de Franco Smith a beaucoup subi en défense avec près de 50 points encaissés par match. La Squadra Azzurra a surtout eu de sacrés problèmes d'indiscipline et de nombreux cartons distribués. En attaque, c'est pas glorieux non plus. Seulement un essai inscrit par rencontre, sauf contre l'Angleterre où ils en ont inscrit 2. L'équipe italienne devait souvent s'appuyer sur des exploits individuels, comme l'essai en solitaire de Ioane face aux Gallois. La Squadra Azzurra a bien ressenti l'absence de Jake Polidri, Matteo Minozzi et Luca Morisi notamment, out avant le début du tournoi. Compliqué de dire quels étaient les meilleurs joueurs de cette équipe. On peut tout de même citer Monty Ioane, qui depuis sa première sélection lors de la Coupe d'automne des Nations montre de très belles choses. C'est clairement lui qui aura été le plus en vue dans ce tournoi, avec notamment 400 mètres parcourus ballon en main. Il faut aussi parler de Sébastien Negri, le numéro 8 titulaire de cette équipe. Il a été très actif en attaque avec ses 60 ballons portés, mais aussi en défense avec près de 70 plaquages réussis. Il y a un joueur dont on attendait beaucoup et qu'on n'a pas assez vu, Paolo Garbisi. La pression a peut-être été un peu trop forte pour lui. C'était encore trop tôt pour faire de lui le digne héritier de Diego Dominguez. Enfin, on voulait donner une mention honorable à Stephen Varney, le demi de mêlée de Gloucester. Il n'a pas pu disputer toutes les rencontres, mais c'était suffisant pour prouver qu'il mérite une place de titulaire en numéro 9. Cette édition a été celle de tous les records pour la Squadra Azzurra, et ce n'est pas une bonne chose. Record du nombre d'essais encaissés, 34 tout de même, et record du nombre de points encaissés, 239 contre 228 en 2000. Se pose donc aujourd'hui la question de la légitimité de l'Italie dans le tournoi. Pourquoi ne pas appliquer au tournoi A le système des tournois B et C? Le dernier descend et le premier monte. Cela pourrait ainsi laisser la possibilité à des équipes comme la Géorgie ou la Roumanie de tenter leur chance dans la cour des grands. Pour rappel, les Géorgiens sont aujourd'hui 12e du classement mondial, alors que les Italiens occupent la 15e place. Ça fait réfléchir. Venons-en maintenant à l'équipe qui était pour beaucoup favori de la compétition, et sur laquelle pesaient de grosses attentes. Les Anglais avaient très bien terminé 2020 en remportant coup sur coup le Six Nations et la Coupe d'automne. Et c'est finalement une équipe méconnaissable, loin de son niveau habituel, qu'on a vu terminer à la 5e place. Il faut dire que le tournoi avait très mal commencé pour le 15 de la Rose avec une défaite à domicile face aux Écossais. Très critiqué durant la compétition pour son manque de réussite, le destin d'Eddie Jones est maintenant entre la main de la Fédération de rugby anglais, la RFU, qui doit très prochainement prendre une décision sur son avenir de sélectionneur. Difficile de prédire quelle sera leur sentence, sachant que c'est cette même fédération qui a laissé les différentes équipes de la Premiership choisir le destin des Saracens après qu'ils aient enfreint le cap salarial. Les Saracens avaient finalement sombré en D2. Quand on sait à quel point cette équipe est un réservoir de talent pour le 15 de la Rose, ça n'a pas dû faciliter la tâche pour Eddie Jones. Des joueurs comme Maro Itoje, Owen Farrell ou encore les frères Vunipola ont ainsi eu très peu de temps de jeu avec leur club avant le début du Six Nations. Mais tout n'est pas à jeter chez les Anglais. On a par exemple beaucoup apprécié la performance d'Anthony Watson sur l'aile. Celui qui était souvent dans l'ombre de Johnny May a réellement su s'affirmer quand son coéquipier était plutôt en dessous. Eddie Jones dit d'ailleurs de l'ailier de Bath que personne ne travaille aussi dur qu'Anthony. Il faut aussi souligner le très gros tournoi de Tom Curry, toujours aussi efficace à son poste. Véritable bourreau de travail, il est devenu une pièce maîtresse du jeu anglais grâce à son physique et à son explosivité, aussi bien en attaque qu'en défense. On aurait d'ailleurs aimé le voir plus souvent associé à Sam Underhill qui malheureusement n'a pas pu terminer le tournoi. Mention honorable pour le deuxième ligne des Saracens, Maro Itoje, qui même s'il a souvent eu la main lourde sur les fautes, est progressivement revenu à un très bon niveau en fin de tournoi. Il est toujours aussi efficace en défense avec ses 5 turnovers au fil de la compétition. Enfin, s'il y a bien un joueur qu'on aurait aimé voir dans le tournoi, c'est bien Sam Simmonds. Le numéro 8 dévastateur des Chiefs a pourtant bien aidé les siens à remporter le championnat anglais ainsi que la Champions Cup, inscrivant 19 essais en seulement 26 titularisations. Il est même élu meilleur joueur de la Coupe d'Europe en 2020. Pourtant, Eddie Jones ne veut pas de lui dans son équipe, et il ne s'en cache pas. Pour lui, Sam est un bon joueur, mais il ne correspond pas au style de jeu que nous voulons mettre en place. Faudra-t-il attendre la fin de l'ère Jones pour le voir revenir dans le 15 de la Rose? Peut-être. En tout cas, Sam Simmonds a de grandes chances d'être sélectionné chez les Lions cet été, chose rare pour un joueur qui n'évolue pas en sélection nationale. En parlant des Lions, plusieurs joueurs écossais se sont bien montrés au sélectionneur Warren Gatland lors de leur dernier match face aux Bleus. En effet, le 15 du Chardon a bien terminé cette édition 2021 du tournoi avec une victoire au Stade de France, alors que tout le monde, ou presque, les donnait perdants. Ils finissent ainsi à la 4e place.
Gregor Townsend et ses hommes étaient considérés comme les outsiders de la compétition, oubliés derrière la France et l'Angleterre. Vendredi, tous les yeux étaient braqués sur les Bleus pour la dernière journée du Six Nations. La presse et les experts calculaient les différents scénarios pour offrir le tournoi aux Français sans trop se soucier de l'Écosse. Comme si le 15 du Chardon n'avait pas son mot à dire. Tous ces propos commençaient à courir sur le haricot de Stuart Hogg, qui ne cachait pas son énervement en conférence de presse. Rien ne pouvait être plus efficace pour galvaniser les Écossais avant le match. Les descendants de William Wallace n'ont pas eu froid au kilt, et c'est ainsi que 21 ans après leur dernier succès au Stade de France, ils se sont offerts les Bleus pour terminer leur tournoi. Cette équipe, qui avait souvent du mal en déplacement, a su cette année inverser la tendance. Avant les Bleus, ils avaient déjà battu le 15 de la Rose dans son antre de Twickenham, une première depuis 38 ans. Cela faisait presque un siècle que les Écossais n'étaient pas venus à bout des Anglais et des Français dans la même saison. Pour les aider dans leur tâche, ils ont pu s'appuyer sur la meilleure défense du tournoi. Depuis que Steve Tandy en a pris les rênes, il faut désormais s'armer d'un pied de biche pour espérer franchir leur ligne d'en-but. Pas facile de dire quel était le meilleur joueur de cette sélection écossaise. Notre cœur balance entre le fantastique Stuart Hogg et le redoutable Hamish Watson. L'arrière des Chiefs est le capitaine parfait pour cette équipe. Impérial au pied, aussi bien dans son jeu d'occupation que dans ses chandelles. Il nous a prouvé qu'il était capable de mener ses troupes, aussi bien avec le numéro 15 que le numéro 10 dans le dos. Capable de s'insérer dans un collectif comme de réaliser de superbes exploits individuels. Son coéquipier Hamish Watson n'est pas en reste. Le flanqueur d'Édimbourg est considéré aujourd'hui comme l'un des tout meilleurs à son poste. Celui que l'on surnomme Pinball Outre-Manche a su rebondir sur les différents plaquages en effectuant tout de même près de 70 ballons portés durant la compétition. Il y a de grandes chances qu'on retrouve son magnifique mulet dans la sélection de Warren Gatland pour les Lions. Mention honorable pour Ali Price. On n'attendait pas le demi de mêlée des Warriors à un tel niveau. Il est le meilleur passeur du tournoi et de loin avec 347 passes. Une base solide pour recycler le ballon et enchaîner les phases de jeu. Il y a un joueur qu'on attendait beaucoup et qu'on n'a pas assez vu, Cameron Redpath. Le numéro 12 de Bath n'a malheureusement pu prendre part qu'à une seule rencontre, mais son activité dans la victoire des siens face à l'Angleterre laisse présager du très bon pour la suite. Pour terminer, il y a parmi l'effectif de Gregor Townsend un joueur qui aura laissé sa marque sur le tournoi, Duhan van der Merwe. L'ailier d'origine sudaf avait pourtant très peu d'expérience sur la scène internationale. Le tank à mèche blonde aura bien fait parler son physique, pulvérisant de nombreux défenseurs sur son chemin. Il finit meilleur marqueur du tournoi avec 5 réalisations et en point d'orgue sa prestation face aux Bleus vendredi. Il marque le premier et le dernier essai de son équipe, venant délivrer les siens à la dernière minute. On a l'impression qu'il manque toujours un petit quelque chose aux Écossais. Il termine le tournoi avec 3 victoires pour 2 défaites, mais à chaque fois, cela se joue à pas grand-chose. Victoire de 5 points sur les Anglais, de 4 contre la France, défaite d'1 point contre les Gallois et de 3 points contre les Irlandais. Le parallèle avec nos Bleus peut facilement être fait, les deux équipes manquant de régularité dans leurs prestations. Même s'ils terminent à la 4e place, désormais, tout le monde est prévenu. Le Chardon, qui s'y frotte, s'y pique. À la 3e place du classement, on retrouve l'Irlande. Avant le début du tournoi, on ne donnait pas très cher des Irish d'Andy Farrell. Avec un âge moyen de 27 ans, l'équipe du trèfle vieillit sans pour autant rajouter du sang neuf. Mais parfois, la maturité a aussi du bon. Avec 3 victoires pour 2 défaites, ils ne sont qu'à un petit point des Bleus au classement. En position de force lorsqu'elle peut jouer avec son 15 titulaire, l'Irlande se retrouve néanmoins fragilisée si l'une de ses pièces maîtresses est indisponible. On pense notamment à l'absence de Sexton face à la France. Johnny Sexton termine d'ailleurs en tête du classement des meilleurs scoreurs avec 65 points inscrits. Il faut dire que sa régularité infaillible au pied nous a bien épatés. À 35 ans, le demi d'ouverture du Leinster est toujours aussi chirurgical dans son jeu. Mais Sexton n'est pas le seul vétéran à avoir fait parler de lui durant ce tournoi. L'ogre CJ Stander a livré ce qui devrait être sa dernière prestation sous le maillot vert et ne peut être que satisfait du travail accompli. Une grosse carrière avec plus de 500 plaquages, 779 ballons portés et de nombreux essais, dont un lors de la victoire historique des Irlandais 40-29 contre les All Blacks à Chicago en 2016. Son émotion était palpable pour son dernier match à l'Aviva Stadium. Et rien de mieux qu'une rouste infligée à l'Angleterre pour terminer sa carrière internationale. Enfin, on risque sûrement de le retrouver dans la sélection des Lions. Le pilier Tadhg Furlong nous a aussi bien fait rêver durant ce tournoi. Le frigo aux appuis de fée nous a régalé, nous offrant une palette d'actions à ajouter à son CV bien rempli. Parmi les très bons éléments du 15 du trèfle, il faut absolument citer Robbie Henshaw. Toujours présent quand on a besoin de lui, Henshaw a mis du sien pour renforcer la ligne de défense. Il a aussi bien fait jouer autour de lui, permettant à Lowe et Stockdale de trouver de l'espace. Il y a un joueur qu'on aurait aimé voir beaucoup plus, Jordan Larmour. Sortant du banc pour les 5 matchs, l'ailier du Leinster n'a pas délivré le punch qu'on attendait de sa part. Il n'a pas réussi à créer du danger, comme il sait si bien le faire en club. Toujours dans le registre de la jeunesse, Jamison Gibson Park mérite lui aussi une mention honorable.
le demi de mêlée d'origine néo-zélandaise a dû remplacer au pied levé Conor Murray et il n'a pas à rougir de sa performance. Keith Earls mérite lui aussi qu'on parle de lui. L'ailier évolue depuis 2008 en sélection irlandaise. Si les dernières années avaient été un peu compliquées pour lui, il nous a offert une très belle prestation durant ce tournoi. Il a d'ailleurs inscrit l'un des plus beaux essais de la compétition face à l'Angleterre avec cette course de folie et ce cadrage débordement sur Johnny May. Mais le joueur qui nous a le plus impressionné, c'est bien Tadhg Beirne et ses 10 turnovers. Avec seulement 22 sélections au compteur, Beirne s'est pourtant parfaitement adapté à la maturité de ce pack d'avant. Depuis ses débuts en 2018, Big Beirne ne déçoit jamais et se montre à la hauteur des attentes, qui étaient pourtant bien hautes après ses énormes performances avec les Scarlets et le Munster aujourd'hui. Bref, l'Irlande est une équipe vieillissante, mais elle n'a pas encore dit son dernier mot. Cette année, le 15 du trèfle a manqué de réussite, mais ils finissent tout de même sur une bonne note en battant l'Angleterre avec la manière pour la dernière journée. À la deuxième place du tournoi, on retrouve nos Bleus. Même classement qu'en 2020 pour le 15 de France. Nous étions nombreux à penser que l'équipe de France avait sa chance cette année pour décrocher le titre. Les Bleus avaient donc une immense attente qui n'est pas toujours facile d'assumer. Tout comme les Écossais, les Français ont perdu ou gagné leur match à peu de choses près. Si l'on met de côté la victoire à Rome, tous les matchs du 15 de France se sont plus ou moins joués sur la dernière possession. Défaite de 3 points contre les Anglais, de 4 points contre l'Écosse, victoire de 2 points face aux Irlandais et aux Gallois. Ils ont souvent très bien débuté les rencontres, mais les Bleus ont eu du mal à les terminer. Les défaites à Twickenham et au Stade de France en sont le parfait exemple. Il manque toujours ce petit quelque chose en fin de rencontre pour clore le débat. Néanmoins, les Bleus nous ont offert du beau spectacle tout au long du tournoi. Et il n'est pas facile de désigner le meilleur joueur parmi ce 15 de France. On voulait tout d'abord mettre en avant Brice Dulin. Même si son erreur en fin de match vendredi dernier nous a coûté la victoire, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'arrière du Stade Rochelais a fourni un admirable travail tout au long de la compétition. Il est d'ailleurs l'un des seuls Français à avoir disputé le tournoi dans son entièreté. Il a désormais acquis une place de titulaire indiscutable au sein de l'équipe de Fabien Galtier. Et Anthony Boutier aura bien du mal à revenir dans le 15 de départ. Il faut ensuite évoquer Charles Olivon, le Toulonnais et le capitaine dont les Bleus ont besoin. Et il est sûrement le meilleur joueur à son poste du tournoi. C'est en grande partie grâce à lui que les Bleus se sont donné une chance pour le titre en battant le Pays de Galles il y a maintenant une dizaine de jours. Leader du tournoi en touches remportées, 18 tout de même, le grand Charles est une pièce maîtresse dans le jeu proposé par le 15 de France. Il est un autre joueur qui est désormais essentiel au bon fonctionnement de l'équipe de France, Gaël Fickou. Le 3/4 centre nous offre toujours des prestations de grande qualité. Joueur le plus capé de la sélection française, il est également capable d'assurer le boulot à l'aile si besoin, comme il nous l'a prouvé face à l'Écosse. Il est devenu le véritable capitaine de notre défense, tout en restant la pierre angulaire de notre attaque. Grégory Aldrit a lui aussi assuré durant tout le tournoi. Sa régularité et sa polyvalence impressionnent toujours. C'est simple, il termine dans le top 10 sur 4 lignes statistiques. Ballon porté, mètres parcourus, offloads et plaquages réussis. Solide en attaque comme en défense. Notre demi de mêlée, Antoine Dupont, est lui aussi toujours aussi fort, même si parfois, il tente des choses un peu compliquées. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. Scoreur, passeur, et pas le dernier pour aller au charbon en défense, il est partout. Ses adversaires connaissent désormais tous son grand talent et le surveillent de près, sans toutefois l'empêcher de s'exprimer sur le terrain. Il avait été élu meilleur joueur du tournoi l'an dernier et fait encore partie des 6 nominés en 2021. Avec le Pays de Galles, le 15 de France possédait la meilleure première ligne du tournoi. On pense tout particulièrement à Julien Marchand et Cyril Baille. Les deux Toulousains sont désormais bien installés dans l'équipe de Fabien Galtier. Les percées légendaires du talonneur toulousain sont encore bien fraîches dans nos mémoires. 5 offloads tout de même pour lui, de quoi le faire entrer dans le top 5 du tournoi. Enfin, il y a un joueur qui nous a agréablement surpris durant la compétition, Mathieu Jalibert. S'il était au départ perçu comme l'intérim de Romain Tamac, il a montré qu'on pouvait lui confier l'ouverture sans regret. Cela promet un sacré casse-tête pour le staff français dans les matchs à venir. Mention très honorable également pour Arthur Vincent. Le centre de Montpellier n'aurait sûrement pas débuté le tournoi si Vakatawa n'avait pas été blessé, mais il a parfaitement fait le job. Premier match et premier essai face à l'Italie. Il a prouvé qu'à seulement 21 ans, il devait faire partie des plans de Galtier pour les années à venir. Évidemment, on aurait adoré voir Vakatawa évoluer en bleu dès le début du tournoi, mais les blessures en ont voulu autrement. Son retour en fin de compétition n'a pas été aussi marquant que d'habitude, mais on sait qu'il se rattrapera sur les prochains matchs. Idem pour Gabin Villiers, il aurait été parfait pour rentrer en fin de rencontre, histoire de redonner de l'énergie à une équipe qui peinait parfois après la 65e minute. C'est triste de terminer la compétition sur une défaite à Paris, mais il faut tout de même retenir que le 15 de France pouvait gagner le tournoi jusqu'au dernier match. On ne pouvait pas en dire autant il y a quelques années. Le 15 de France est une jeune équipe, encore en phase de développement, avec du talent à tous les postes. Tout n'est pas parfait, Galtier et son staff ont encore du pain sur la planche, mais ce collectif laisse présager de grandes choses pour la Coupe du Monde. À la tête du classement, on retrouve donc le Pays de Galles, avec 4 victoires pour une seule défaite. Pourtant, on ne donnait pas cher de la peau des Gallois avant le début du tournoi.
En décembre dernier, la WRU, la Fédération galloise de rugby, avait même reçu de nombreuses demandes afin de limoger Wayne Pivac. Avec seulement 3 victoires en 2020 contre la Géorgie et l'Italie à 2 reprises, la pression commençait à s'accumuler pour le sélectionneur du 15 du Poireau et beaucoup doutaient de ses capacités. Mais la fédération galloise ne l'a pas abandonné, se souvenant sûrement de ses très bonnes prestations avec les Scarlets. Peu de gens croyaient à une campagne correcte des Dragons gallois, sauf peut-être Alun Wyn-Jones et ses joueurs. En remportant la Triple Crown puis le titre, les Gallois ont su faire taire les nombreux sceptiques, nous y compris. La chance a peut-être souri quelquefois aux Gallois, mais comme nous le savons, il faut bien plus qu'une bonne étoile pour remporter le 6 Nations. Il vous faut par exemple les 77 plaquages et 66 ballons portés de Faletau. De retour de blessure, Tolupe est revenu en force et on ne s'attendait pas à voir l'impact qu'il a eu. Il vous faut aussi les 4 essais de Louis Rees-Zammit, l'ailier supersonique d'à peine 20 ans qui s'est révélé être le facteur X de cette équipe. Il ne faudrait pas oublier les 157 sélections d'Alun Wyn-Jones, une icône plus grande que nature pour cette équipe. Les scientifiques du monde entier espèrent d'ailleurs un jour obtenir son sang pour parvenir à découvrir sa source de super pouvoir. Et bien entendu, comment ne pas parler de George North. Son repositionnement au centre s'est avéré être une très bonne décision de la part de Wayne Pivac. Celui qui compte désormais plus de 100 sélections à seulement 28 ans a été une véritable satisfaction aussi bien en attaque qu'en défense. On vous le disait plus tôt, la première ligne galloise était sûrement la meilleure du tournoi avec celle des Bleus. Wyn-Jones et Ken Owens ont abattu un énorme boulot et il y a de grandes chances qu'on les retrouve sous les couleurs des Lions très prochainement. Bref, c'est grâce à leur détermination et leurs efforts collectifs que les Gallois sont devenus les champions de cette compétition alors que personne n'y croyait. Et les Gallois ne sont pas passés très loin de rendre une copie parfaite cette année. La faute à un manque de concentration en fin de match et à cette indiscipline qui leur coûte la victoire à Paris et le Grand Chelem par la même occasion. Il est désormais temps de confronter nos pronostics d'il y a 2 mois à la réalité du classement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que je peux oublier ma reconversion en Madame Irma. De mon côté, je n'ai aucune équipe placée au bon endroit si ce n'est l'Italie. Mais bon, j'avais peu de chances de me tromper. Ben, lui, a eu le nez un peu plus creux. Son classement était le même que celui du 6 Nations de l'an passé. Et si l'on regarde bien, il n'y a que l'Angleterre et le Pays de Galles qui ont interverti leur place cette année. 4 équipes sur 6, c'est pas mal du tout pour notre Ben national. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez fait les bonnes prédictions pour cette édition 2021 du 6 Nations. Venons-en enfin aux meilleurs joueurs du tournoi. Les nominés sont Tadhg Beirne, Tolupe Faletau, Robbie Henshaw, Louis Rees-Zammit, Hamish Watson et enfin Antoine Dupont. On pense tous les deux que Tadhg Beirne sera désigné comme meilleur joueur du tournoi, mais une fois de plus, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis en commentaire. Une chose est sûre, il nous tarde le prochain tournoi. Et on est convaincu que la France pourra décrocher la première place et pourquoi pas le Grand Chelem en 2022. En tout cas, ils ont le staff et les joueurs pour.